Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo, désolé, pour ceux en tout cas que ça intéresse. Alors, avant qu'on commence, je voulais juste faire une petite mise au point parce que sur la dernière que j'ai faite qui concernait le Sony A6700, j'ai reçu des commentaires tout à fait intéressants, comme d'habitude, avec lesquels on peut échanger, des gens avec lesquels on peut échanger, voilà, sans que ça devienne un peu n'importe quoi. Et j'en ai reçu aussi deux, précisément, qui, en gros, me reprochaient de faire comme ça une espèce de review sans avoir eu l'appareil en main. Alors, deux remarques. Je ne fais pas partie des youtubeurs qui sont suffisamment connus pour que les marques leur prêtent un appareil dès sa sortie. Donc voilà, tout simplement. J'aimerais bien, mais bon, voilà. Et deuxièmement, alors là par contre, je pense qu'on peut tout à fait donner un avis argumenté sur un boîtier qui sort, sans l'avoir forcément en main, mais en se basant d'une part sur ses spécifications techniques, qui en disent déjà quand même assez long sur ce qu'est le boîtier, et d'autre part sur les reviews qui ont été faites par les personnes qui ont eu l'appareil en main et qui ne sont pas évidemment ambassadeurs de la marque. Voilà, donc pour cette petite mise au point. Donc aujourd'hui on va parler de la sortie de l'A7C2 et de l'A7CR, qui sont des boîtiers finalement qui font partie chez Sony mais de la multiplication des boîtiers et qui donnent lieu à la fameuse segmentation qui parfois est un peu frustrante, mais bon, voilà, c'est un choix de la part de Sony en tout cas. Alors, moi je ne vais pas refaire le tour de toutes les spécifications de ces deux boîtiers, évidemment je pense que vous les connaissez, ou en tout cas il y a d'autres vidéos, ou alors aller sur le site de Sony tout simplement pour avoir l'ensemble des spécifications. Moi je vais vous donner directement mon avis, voilà, parce que c'est un peu ça finalement, je pense que vous attendez plus qu'autre chose. Alors, donc le boîtier, que ce soit l'un ou l'autre, c'est exactement le même, à quelques petits détails près, que le dernier A6700. Donc moi, vous savez, si vous avez regardé ma vidéo sur l'A6700, je trouve que ce boîtier, si on le considère comme un boîtier polyvalent photo-vidéo, il est, moi je trouve, trop limité pour la partie photo, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on va manquer un peu de boutons personnalisables. Et puis surtout, c'est plus ça, moi je trouve, qui est embêtant, c'est le viseur qui est petit et qui est peu défini. Et c'est aussi l'absence de joystick. Alors, voilà. Donc je vais revenir là-dessus. En photo, franchement, le viseur, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je trouve que le standard, ça devrait être aujourd'hui en 2023 le viseur de 3,6 mégapixels. Et quand je vois que même l'A7CR, qui est vraiment destiné plus à la photo, a ce malheureux viseur de 2,3 mégapixels en plus assez rikiki, je trouve que c'est une limitation qui n'est pas normale en fait. Voilà, sur un appareil qui se veut dédié à la photo. Alors, ensuite il y a le joystick. Donc le joystick, on me dit des fois dans les commentaires, mais maintenant avec toutes les détections qu'il y a, de toute façon le joystick on s'en sert quasiment pas. Mais je me permets de ne pas être d'accord, parce que moi j'utilise très très fréquemment la détection sur mon boîtier de l'œil et des visages et des yeux, je veux dire, mais je ne l'utilise quasiment jamais sur le cadre complet. C'est-à-dire que oui, l'appareil est capable, une fois qu'il a verrouillé la mise au point sur un œil, si la personne se balade sur le cadre complet, tant que j'appuie sur mon bouton iPhone ou à moitié sur mon déclencheur, il va suivre cette personne sur l'ensemble du champ. C'est pas ça le sujet. C'est s'il y a plusieurs personnes, et moi souvent il y a plusieurs personnes quand je fais des photos,
j'aimerais bien qu'il aille faire la netteté sur la personne que j'ai décidé d'abord, hein, et qu'ensuite il la traque, ça, il n'y a pas de problème. Mais comment on fait alors? Ben, il faut mettre un collimateur évidemment qui soit plus petit que l'ensemble du champ. Hein. Alors, on a souvent sur la plupart des appareils, c'est le cas sur ces Sony bien sûr, hein, on a plusieurs tailles possibles. Mais du coup après il faut pouvoir la balader, la zone assez rapidement pour aller la mettre sur la personne qu'on veut. Et ben, sans joystick, je suis désolé, mais c'est la galère assurée. Alors sauf si on vise qu'à l'écran, parce que là on le fait avec le doigt. Hein. Mais encore que des fois avec le doigt, c'est pas aussi précis qu'avec le joystick, hein. Ça c'est mon expérience personnelle en tout cas. Et puis surtout, hein, moi j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi je prends surtout des photos au viseur, et ça m'arrive en plus de les prendre d'écran fermé, hein, si on a un écran rabattable en tout cas, parce que du coup on n'est pas obligé de sortir tout le temps l'écran, d'autant plus qu'on peut revoir les photos qu'on a prises dans le viseur en plus. Hein. Voilà, et donc ben là, j'ai pas l'écran pour ajuster ma zone de mise au point. Donc là, si on veut vraiment l'ajuster sur ces boîtiers Sony, on est obligé d'abord de sacrifier entre guillemets un bouton de fonction à l'utilisation justement du pad pour déplacer les zones d'autofocus, parce que le pad arrière, quand vous êtes en prise de vue, il ne sert pas à déplacer l'autofocus. Il a des fonctions, le pad, hein, qui sont que soit vous prenez celles qui sont par défaut dessus, hein, soit vous en programmez d'autres. Chez Sony, c'est comme ça. Hein. Chez Fuji aussi d'ailleurs. Hein. Bref. Mais c'est pas ça qui va déplacer votre zone autofocus, c'est-à-dire que si vous voulez que ça le fasse, il va falloir que vous appuyez sur un bouton que vous avez prévu à cet effet, qui lui dise attends là, stop, le pad il sert plus à ces fonctions là, genre retardateur, rafale, réglage des ISO et tout, je veux là qu'il serve uniquement à déplacer l'autofocus. Donc ça fait une double manipulation. D'abord il faut appuyer sur un bouton pour désactiver le pad pour ces fonctions, et ensuite se servir du pad, ce qui est déjà en plus nettement moins pratique qu'un joystick, pour ajuster le collimateur. Donc là je trouve que vraiment en photo c'est un problème, pour moi c'est un problème, cette absence de joystick. Alors à la décharge de Sony, c'est pas les seuls boîtiers qui n'ont pas de joystick, hein. Le Canon R8 par exemple, qui est un superbe plein format hein, pour le coup, n'a pas de joystick non plus. Et bon, après je pense qu'on va trouver des exemples ailleurs aussi. Chez Fuji, on a des joysticks, hein, même par exemple le XS20 là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est un tout petit joystick. Alors lui le problème c'est qu'il n'a pas de pad par contre, donc le joystick sert aussi de pad, enfin bref, il a le joystick ouf, par contre au niveau ergonomique de ne pas avoir de pad, c'est casse-pied aussi, quoi, on va dire. Mais enfin, l'histoire de ne pas avoir de joystick, voilà, je pense que vous m'avez compris, pour moi c'est rédhibitoire, hein. En fait, en photo, hein. Bien sûr, en vidéo, c'est pas du tout pareil, bien sûr, puisqu'on fait tout avec l'écran, hein. En vidéo, quoique, il y a des vidéastes qui travaillent au viseur. Bon, bref. Alors, pour moi, c'est la limitation sur ces boîtiers. Après, pour le reste, pour moi, ces boîtiers, alors finalement, que ce soit la 6700, ou l'A7C2, je vais mettre l'A7CR à part. Pour moi, ce sont des boîtiers qui sont quand même plus orientés vidéo, parce que là, l'ergonomie et que les manques ergonomiques là, que je mentionne sont beaucoup moins gênants en vidéo. Et c'est des boîtiers qui ont quand même des bonnes specs vidéo, là, hein, pour le coup. Bon, alors, peut-être que par rapport à une certaine concurrence, il leur manque, je sais pas, par exemple du ProRes. Hein, voilà, il n'y a pas de ProRes chez Sony. Des choses comme ça, mais enfin ils sont relativement solides quand même hein, en vidéo. Alors la 7C2 particulièrement, c'est un boîtier, je pense qu'on peut le dire, séduisant hein, en vidéo, hein, en plein format avec ce capteur de 33 mégapixels qui est celui de la 7 IV. On peut être que satisfait hein, de ses capacités en vidéo, à part le fameux crop quand vous passez en 4K50 qui est un crop APS-C, et ça c'est déjà beaucoup moins satisfaisant. Mais sinon, c'est un bon boîtier vidéo, c'est sûr. Donc en photo, ce capteur 33 mégapixels, alors moi je l'ai eu, hein, j'ai eu un A7 IV hein, quelque temps, il est très bon, hein,
pour la qualité d'image, hein, je veux dire. Donc il n'y a pas de problème, mais voilà, c'est accompagné du fait qu'il n'y a pas de joystick et que le viseur est plus que moyen, quoi. Donc c'est pas confortable en prise de vue, mais les images sont belles, ça il n'y a pas de souci là-dessus, hein. On sait qu'on a, je crois, la meilleure dynamique du marché, une super montée en ISO, donc voilà, ça reste un appareil polyvalent malgré tout, hein, mais avec cette limitation. Alors l'autre limitation, là, tout boîtier confondu chez Sony, donc c'est valable pour ceci, hein, je le dis je crois dans toutes mes vidéos dès que je parle de Sony, la limitation hors capteur empilé, l'obturateur électronique chez Sony en photo ne sert à rien d'autre que être totalement silencieux. Alors, il y en a qui vont dire c'est déjà pas mal, hein, peut-être. Mais enfin, il faut savoir que chez toutes les autres marques, l'obturateur électronique sert entre autres à avoir une rafale nettement supérieure à 10 images par seconde, hein, ce à quoi sont bloqués ces Sony. Voilà quoi, hein, et éventuellement aussi à monter plus haut que le 8 millième de seconde, hein, notamment quand il faut utiliser des temps de pause extrêmement courts, hein, avec une très forte luminosité et des très grandes ouvertures. On a accès, moi je sais que sur mon Fuji X-H2S par exemple, il monte jusqu'au 32 millième de seconde, hein, s'il faut. Voilà, et la concurrence, même Canon qui est longtemps resté bloqué aussi au 8 millième sur leur dernier boîtier, ils montent je crois au moins au 16 millième, hein, il me semble, hein. Je ne sais pas si ça va au 32 millième, mais au 16 millième c'est sûr. Donc voilà, ça c'est le problème de Sony, et ça commence quand même à devenir caricatural, quoi, hein, parce qu'en plus c'est accompagné d'un rolling shutter carrément pas bon. Enfin, pardon, de beaucoup de rolling shutter. Hein. Alors c'est le cas de l'A7 IV, donc c'est forcément le cas de l'A7C2 aussi. Sur l'A6700 qui est un APS-C, c'est un petit peu moins marqué, mais enfin c'est très moyen aussi, hein. Donc voilà, c'est le problème chez Sony. Alors évidemment, ce qui chez Sony on va dire, corrige un peu tout ça, enfin corrige, c'est pas ça, contrebalance, pardon. Tout ça, c'est vraiment ce parc optique énorme et de qualité, hein, alors que ce soit, si on a les moyens, les optiques de Sony en plein format qui sont fantastiques, hein. Les dernières qu'ils ont sorties, moi si je devais reprendre un Sony, ça serait que pour ça, quoi, hein. Le dernier 24-70 GM, il est énorme, quoi, vraiment, hein. Là ils ont sorti un nouveau 16-35 2.8 aussi qui est fabuleux. Alors voilà, c'est des objectifs très chers, hein, bien sûr, mais voilà, là je parle soit pour un pro, soit quelqu'un qui a les moyens vraiment. Le 70-200 évidemment aussi, enfin bref, des focales fixes qui font rêver aussi, hein, ouvertes à 1.4 là, qui sont vraiment excellentes. Donc, et puis bien sûr Sigma et Tamron. Voilà, qui font aussi des merveilles pour la monture Sony. Donc ça reste quand même, l'A7C2 en particulier, un boîtier relativement séduisant parce qu'en plus il est quand même assez compact. Alors voilà, ça au moins la perte du joystick et le viseur très moyen, au moins en contrepartie on a ça, hein, la compacité du boîtier, hein. Pour les objectifs c'est différent parce que c'est quand même du plein format. Quoique Sony arrive à faire un peu des merveilles aussi au niveau compacité sur ses objectifs, plein format. Mais voilà, l'ensemble, si on raisonne en pure qualité d'image et en spec vidéo, c'est un boîtier relativement séduisant. Il est peut-être un petit peu cher, bon, voilà. Mais quand on commence à regarder un peu les détails, les limitations, on va dire, qu'on a en photo, ça calme un peu, je trouve, par rapport au prix, mais bon, c'est l'éternel problème actuel de Sony. J'espère bien qu'ils vont régler ça quand même un jour, quoi. Bon, bref, voilà. Alors maintenant la 7CR. La 7CR, là c'est différent, il est forcément avec sa résolution de 61 mégapixels, axé beaucoup plus photo que vidéo. Là, ce qui est bien, là pour le coup, la compacité, je pense, quand on part, je sais pas, pour aller faire de la photo de paysage, hein, c'est
il est peut-être destiné un peu à ça, hein, la belle photo de paysage en ayant en tête des méga agrandissements ou du crop suivi d'un bon agrandissement, c'est rien. Là, les 61 mégapixels, ils sont utiles et en plus, c'est un excellent capteur hein, qui arrive à garder, malgré la haute résolution, une très belle dynamique et une très belle montée ISO. Donc super, parce que ça le met quand même moins cher qu'un A7R5 et il est plus compact et plus transportable. Voilà. Mais le problème des limitations que j'ai parlé avant, alors en paysage, le manque de collimateur de joystick, là c'est moins gênant évidemment, hein. Mais bon, peut-être que des fois on va pas faire que du paysage non plus, bref. C'est le viseur hein, là le problème, c'est le viseur. Bon, mais à part ça, à part le viseur, ça reste aussi un boîtier séduisant, hein, forcément, mais moi, si j'avais les moyens d'une part et puis que je sois intéressé par ce genre de capteur, je pense que je prendrais quand même plutôt un A7R5. Pour tout ce qu'il apporte en plus, vraiment en confort de prise de vue, hein, dès qu'on parle de photo. Voilà, donc c'était rapide, hein, parce que au rythme où Sony sort des boîtiers, finalement, ça va être compliqué de faire des longues vidéos à chaque fois, surtout qu'il y a tellement de points communs entre tous que voilà, c'est-à-dire j'ai pas reparlé de l'autofocus parce que j'en parle, je crois, à chaque fois. Oui, il est très très bien, surtout avec les derniers algorithmes de détection, etc. Mais il n'est pas aussi bon qu'on voudrait bien le croire dès qu'il faut suivre rapidement un sujet. J'ai déjà expliqué plein de fois pourquoi et on le voit sur certains tests très bien, hein, notamment face à Canon qui est plus performant à ce niveau-là. Voilà, j'arrête là. Merci d'avoir suivi. Prochaine vidéo sur la sortie là, toute récente du Panasonic G9 II qui alors pour le coup me paraît plus intéressante, même si ça n'a rien à voir puisque c'est du micro 4 tiers. Merci.